Alors, Erev Tov, on va parler aujourd'hui de Sfirat HaOmer. Il y a donc la bracha qu'on dit à Shakideshanu, Bemitzvotav, Letzivanu, Al Sfirat HaOmer. Alors, il faut savoir que grammaticalement parlant, ça ne se dit pas. On ne dit pas Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que on aurait dû dire Sfirat Yeme HaOmer. On compte des jours. Omer, c'est quoi? Et c'est ça le sujet. Une mesure. En fait, c'est faux. Omer, ce n'est pas non plus une mesure, comme on va le voir dans quelques instants. Mais c'est ce que tout le monde pense. Dans mes bêtes, tout le monde le pense comme ça, ouais. Alors, c'est une mesure d'orge, comme ça les gens le pensent, mais c'est pas vrai, on va le voir dans quelques instants. Mais en tout cas, Sphirat, on compte les jours, on compte pas le Homer. Le Homer, il n'y a rien à compter, c'est pas le sujet. Euh, Alors, vous connaissez, parce que j'ai déjà cité plusieurs fois, le Harizal, il nous dit que le mot Homer, donc sans vav, Aïn, même Resh, c'est valeur numérique de 310, comme le minyan du mot yesh. Et comme le mot du mot keri, évidemment, keri, imtelchu imi keri, le keri, donc c'est quelqu'un qui va avec Hachem d'une façon un petit peu. Non, keri, là-bas dans Bechokotai, imtelchu imi bekeri, c'est-à-dire on y va en fonction des événements, si ça nous chante. On ne le fait pas vraiment avec conviction, on le fait avec difficulté, avec un gros effort et on voit que ça nous coûte et on le fait un petit peu aussi lorsque ça vient. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de régulier et quelque chose d'un engagement fort. Il y a le mot micré, évidemment, qui veut dire le hasard, le mot corps qui veut dire froideur, et il y a le mot kéri qui veut dire aussi lourdeur. Bon, tout ça, c'était dans Amalek, on le voit, Shekar Recha Baderech. On voit que c'est le mot qui correspond avec Amalek. Donc là, ici, suivant un shiur de Ramoshe Shapira. Donc, on voit que le mot kéri, si vous inversez les lettres, c'est yakar. Yakar, c'est le contraire. Yakar, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est cher, qui a beaucoup de valeur. Et Mikre, Keri, c'est tout le contraire. Euh, Alors, on va essayer un petit peu de développer des choses un peu nouvelles cette fois-ci. Euh, et pour cela, on va essayer un petit peu de nous inspirer, comme le dit le Rav Moshe Shapira, sur l'étude un peu des mots. Là, on est en train de parler de Yakar et de Keri. Il nous fait remarquer que, par exemple, en hébreu, on trouve le mot qui veut dire son sens et son contraire. Prenons l'exemple du mot shoresh. Shoresh, ça veut dire enraciné et déraciné. Le sharesh, ça peut vouloir dire enraciné ou déraciné. Voilà, exactement. On peut avoir le mot kadesh qui veut dire kedusha, sainteté, et puis ça veut dire consacré, kiddushin. Et c'est kedesha, c'est une femme qui est prostituée. Donc tout le contraire des kiddushin. Il y a le mot gad. Gad, ça veut dire en même temps quelque chose qui est gadanar, c'est-à-dire le berge d'un fleuve. Donc ça veut dire quelque chose au contraire qui est long, qui est continu, et c'est le début du mot gadol. Alors que katan commence par keta, quelque chose qui est morcelé, découpé. La définition d'un gadol par rapport à un katan, eh bien, il fait des choses un jour comme ci et un jour le lendemain, mais il ne construit pas. C'est pas quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui est fait en menant la chance, quoi. Un jour oui, un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie. Et même lorsqu'il fait plusieurs jours, ça ne s'associe pas, ça ne s'associe pas, ça ne se construit pas comme une construction qui se fait au fur et à mesure. Je mets une brique, puis après je mets une deuxième brique, une troisième brique. Ça, c'est la définition du katan. Le gadol, au contraire, c'est quelqu'un qui fait quelque chose comme la berge, jour après jour, de façon régulière, et qui associe ce qu'il a appris aujourd'hui à ce qu'il a appris hier, et les choses se construisent ainsi. Là est la différence entre Gadol et ça. Et le mot Gad, fameux, c'est la tribu de Gad, mais il faut savoir que en hébreu, vous avez Gad qui veut dire Gada Bachori Avkol Keren Israël, Maimechitsa Gouda, donc c'est plutôt découpé, quelque chose qui est chotzetz, qui sépare, et en même temps, c'est quelque chose qui réunit. Donc c'est un sens
Et le contraire, Goudasik et Goudachit, ceux qui connaissent, peut-être un peu moins connus. Gedoud, c'est un détachement, un groupe de personnes qui sont ensemble, voilà, qui se réunissent. Donc c'est bizarre, donc on trouve des mots qui veulent dire un sens et leur contraire. C'est ça l'idée de. Alors, le but du Homer, c'est de transformer Kéri en Yakar. Voilà. En résumé, dit Larizal, c'est transformer Kéri en Yakar. Ça, il faut expliquer. Bon, c'est vrai que c'est bon au niveau des jeux de mots. Le mot Homer, c'est 310. Yakar, c'est 310. Kéri, c'est 310. Ça marche bien, ouais, ça fonctionne. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors, alors tout de suite, Homer, je reviens à ce que tu as dit au départ. Homer, c'est be'etzem lo mida velo mishkal. C'est ni une mesure et ni un poids. Or, c'est écrit à Homer, Assirit ha-efahu. La preuve, le Homer faisait un dixième de Epha. Une Epha, oui, c'est un volume. Et on te dit que le Homer, c'était un dixième de Epha. Non, non, justement, c'était pas un volume non plus. Ça correspond à un dixième de Epha, mais c'est pas un volume, le Homer. Voilà, on te dit, non, tu savais combien c'était le Homer? C'était un dixième de Epha, mais c'est pas le Homer. Le Homer, ça veut pas dire une mesure. Alors, ça veut dire quoi, Homer? Mais c'était pas fait pour mesurer avec le petit doigt. Non, vous avez expliqué. Non, ça c'est Kometz, Ah. Mitzah. Alors, il y a un mot très intéressant dans Ilchot Shabbat, ça s'appelle Me'amer. Me'amer, c'est celui qui fait des tas. Alors, c'est une des 39 travaux. Me'amer, c'est réunir ensemble et les transformer en un seul élément. Prenons un exemple très simple. Rambam, Ilchot Shabbat, Perek Chet al Chavav, Amekabetz Dvela, ועשה ממנו עגול או שנקב תאנים והכניס החבל בהם עד שנקבצו בגוף אחד, הרי זה תולדת מהמר וחייב וכן כיוצא בהם. Celui qui réunit des dattes séchées, il en fait un rond. Donc il colle des dattes les unes aux côtés des autres pour en faire un. Parce qu'en fait, les dattes, c'était très pratique, ou les figues, parce que quand c'est séché, tu peux les transporter et ça se conserve. Donc avant de partir dans le désert ou dans un lieu lointain, il séchait des dattes et des figues pour les transporter et c'était aussi très nourrissant. Donc celui qui prendrait par exemple un fil et qui ferait passer à travers des figues pour en créer un collier, pour le porter, l'amener, voilà, ça s'appelle Mehamer parce qu'il réunit, ou même un collier de perles, hein, c'est plus simple. Un collier de perles, ça s'appelle Mehamer, c'est Assour Shabbat. Je ne transforme, enfin oui, je transforme un peu parce que j'ai transformé des éléments disparates pour en fabriquer quelque chose qui est le collier qui est plein de perles. Donc, c'est quoi? C'est assaut, Shabbat, de porter un collier Ah non, c'est vrai de porter un collier, c'est de le de le construire, de faire. créer, c'est de réunir. De réunir les choses. Et ces jours sont appelés Yomé HaOmer et le Korban s'appelle Korban HaOmer. Ça veut dire qu'en fait, on réunit les choses, on met ensemble des choses et c'est quoi ce qu'on met ensemble? C'est qu'on met des jours les uns avec les autres. Sfirat HaOmer, en fait, c'est la sphira de ceux qui viennent réunir. C'est la volonté de mettre ensemble, de lier un jour à un autre jour. Ça, je pense que peu de gens le savent, hein, ce que je suis en train de vous dire. La plupart des gens répondront que Sfirat Omer, c'est lié au sacrifice, à l'offrande de farine d'orge que l'on a porté le premier jour, le 16 Nissan, que l'on moissonnait la nuit d'avant. Vous vous rappelez le moisson de la nuit d'avant, Sfirat Omer, qu'on a porté donc le lendemain, le 16 Nissan. Donc c'est vrai que c'est ça, mais c'est pas, mais le Homer, ce n'est pas un volume. Il y a beaucoup Voilà. de synagogues qui donnent un petit sac de sel. De sel, Oui, ouais. le Ouais. sel. De sel, ouais. C'est un usage ancien. Et même si c'est Shabbat, Alors là, c'est vraiment la mesure pour le coup, hein. ce qui est drôle, c'est ça, on peut faire ça même Shabbat. On peut moissonner Shabbat pour l'honneur. Ah ouais. C'est ça qui est Ce qui est surprenant. intéressant, c'est qu'il y a du lien de fait ce groupement. Ah, voilà. Quel intérêt. הספירה עצמה יוצרת אומר, זה דבר שמונח בעצם פעולת הספירה. הדברים הנספרים הופכים לכלל, הספירה נותנת בהם מהלך. Lorsque je compte 1 plus 1 plus 1 plus 1, j'obtiens un chiffre qui réunit toutes les unités. Donc, je crée un klal à partir d'un prat.
Je prends des détails, je les réunis, j'obtiens une généralité, un élément qui réunit tout le reste. Ça s'appelle Sfirat HaOmer. Prendre chaque jour et dire voilà, un, 2, 3, on va arriver à 49. Donc on arrive aux 50. Voilà, c'est l'idée. Maintenant, on va expliquer au fur et à mesure, mais là pour l'instant, on est en train de poser les choses. En tout cas, le Homer n'est pas une quantité ni de mesure, ni de poids, ni de volume. C'est vrai que Homer, c'est Asirit Haïfa. Je vous rappelle que c'est également Laman. C'est aussi un Homer. Maintenant, il y a un midrash dans Parashat Emor. Le Olam atehi mitzvat Omer kala be'enecha, que la mitzvah du Homer ne soit pas légère à tes yeux. Chez Aliédé mitzvah Omer, zacha Avraham lerash et Eretz Kenan. Grâce à la mitzvah du Homer, Avraham a eu le mérite d'hériter le pays de Canaan. Kao dirtiv natati lecha ol zaracha achercha, almenat ve'ata et beriti tishmor. Si tu gardes mon alliance, alors je te donnerai à toi et ta descendance la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que le Beriti, mon alliance, c'est le Homer, qui s'appelle Brit à Homer. Ouais. Donc on utilise le mot Brit à propos du Homer. Teata et Beriti tishmor. Tu garderas mon alliance. Et si tu gardes mon alliance, donc ça veut dire la mitzvah du Homer, je te donnerai une part en Eretz Israël. Tu auras droit à Eretz Israël. C'est intéressant de voir ce lien entre les deux. Et là, c'est la mitzvah du Homer. C'est même pas, ça ne peut pas avoir un rapport avec la manne, là. On parle bien de la mitzvah du Homer dont on parle aujourd'hui. Exactement. Il faut faire ce lien. Exactement. Cette mitzvah du Homer, elle est très mystérieuse. Pourquoi apporter le 16 Nissan, qui n'est pas un jour de Yom Tov, c'est Chol HaMoed, une offrande à base de farine de torche? Ça a l'air plus que bizarre, non? Ça représente quoi? Si ça représente un bride, on peut le comprendre. Oui, mais c'est une alliance en quoi? En quoi une offrande? En plus, c'est pas très honorable. C'est-à-dire, tu prends de la nourriture qui est destinée aux animaux, tu en fais, en plus, c'est pas une grande quantité. Tu as dit la kmitza, c'est-à-dire, c'était vraiment une petite quantité que tu mets sur l'autel. C'est franchement ce qu'on apportait, la femme Sota devait apporter ça. La femme Sota qui s'est conduite comme une animale, c'est-à-dire qui a laissé place à des pulsions animales, devait apporter une quantité d'orge. On se dit, mais franchement, quel rapport avec le deuxième jour de Pessah? Qu'est-ce que ça rappelle? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien réfléchir, c'est pas évident. Alors, je vous cite un deuxième midrash, toujours dans Parashat Emor, mais vous connaissez, je l'ai souvent cité, donc j'ai vu la Gemara, mais bon, c'est à peu près la même système. Euh, c'est lorsque Haman est venu chercher Mordechai, il avait le cheval de l'empereur, Hachvérosh, il avait les habits du roi, et il avait ordre d'habiller Mordechai et de le faire chevaucher sur le cheval du roi et de le transporter dans la ville en disant Kachaya Selaïch, ainsi il sera fait pour l'homme que le roi veut honorer. Donc c'est assez impressionnant euh, donc il s'approche, Aman, avec tout cela. Il voit que pendant ce moment-là, Mordechai est en train de faire des gestes, un gestuel bizarre avec ses doigts. Il est devant ses élèves. On est au Beth Midrash. Et en fait, il montre, il présente donc la poignée du Homer comme étant, en expliquant comment au Beth Amikdash, on a porté cette offrande. On était le 16 Nissan. Donc, il rappelait à ses élèves ce qu'il se passait à ce moment-là au Beth Amikdash. Et donc, qu'est-ce qui se passait au Beth Amikdash à ce moment-là? Il y avait effectivement cette offrande et on expliquait comment le faire à la Kmitza, comment est-ce qu'on pouvait remplir d'une façon précise, très, très exigeante, hein. Il fallait que ça ne se dépasse pas, il fallait que ce soit exactement, que ce soit entièrement rempli, bref, toutes sortes de conditions. Donc, ça demandait une démonstration. Et c'est ce que fait Haman, c'est ce que fait Mordechai lorsque Haman arrive. Amar lahem bameh atem oskim. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Amrulo b'mitzvat haomer.
nous parlons de la mitzvah du Homer. Shayu Israël makrivim bamikdash bayom hazeh, que les Juifs apportaient au Beth Amikdash ce jour-là. Amar lehon haden umra b'may hava de dahav ou de kesef. Il demande, mais c'était quoi, de l'or, de l'argent? Qu'est-ce que vous apportiez comme offrande? Amroulo de Seorin il dit non, on apportait de l'orge. Amar lehon de kama hava timedide. Quel était le poids? Esrim kanterim, donc quelque chose de très petit. Amrin les sagin bey asara minin, amar lehon kumu de natsru aseret. Il dit, votre poignée d'orge a gagné, vaincu les 10 000 kikars d'argent que j'avais prévus pour votre destruction. Vous avez été puissant avec votre cette Assyrie Taïfa, donc cette petite quantité, en plus de l'orge, ce n'est pas quelque chose qui a de la valeur, c'est le Mahal Behema, la nourriture pour vos animaux. C'est plus puissant, ça, que mes 10 000 kikars. Je n'ai pas compris comment ça a été plus puissant. Parce qu'en fait, il sent que cette nuit-là, les choses ont complètement basculé, tourné à sa défaveur. Lui, il venait pour obtenir la pendaison de Mordechai, et il se retrouve en train de devoir transporter et promener Mordechai en lui faisant tous les honneurs. Il se dit, il y a quelque chose qui a basculé cette nuit. Et on lui explique, en fait, effectivement, enfin, il comprend que ce qu'était en train de faire Mordechai, en expliquant au Beth Midrash comment on apportait le Homer, a eu pour effet de changer les choses, de complètement transformer les choses. Donc voilà, ça c'est le message de ce Midrash. Euh, alors, c'est intéressant parce que, de nouveau, on parle de Haman, qui est un descendant de Amalek. Amalek, on sait que le terme qui définit un peu Amalek, c'est Kéri. Kara, donc Kara Amalek. On dit même que Haman est le fils de Karaou, de celui qui est lié au Mikré, etc. Donc, effectivement, euh, et donc, il se dit, mais Haman est déstabilisé par le Homer, c'est quand même incroyable. Alors, euh, là intervient le Rav. C'est là que le Rav commence à donner une explication personnelle. Alors, ce qui est très important, c'est de retenir la notion de réchit, c'est-à-dire c'est le commencement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les céréales, le premier céréale à être mûr, dans l'ordre chronologique de l'année, c'est l'orge. D'accord? C'est la première, c'est le début. Le prémisse, c'est-à-dire que le blé, ça vient plus tard. Chag HaKatsir, c'est Shavuot. Oui. Chag HaAviv, c'est Pessah. Mais pour ce qui concerne l'orge, le Katsir, c'est-à-dire la moisson, intervient avant. Comprenez? Donc, lorsqu'on parle de réchit et de commencement, de prémisse, c'est vraiment le Séhor. Donc, c'est très important, cette notion de réchit, de commencement. Alors, je me permets de faire une sorte de remarque sur notre corps. Notre tête commande tout le corps. Vous savez, un juif, chaque matin, il peut se poser la question, pourquoi on nous charge tellement le matin? Talit, Filin, Kriyat Shema, Shemona Esrei, Brachot, Psuké de Zimra, enfin, c'est très chargé le début de la journée. Et en fait, c'est ce que c'est la tête de la journée, c'est le début de la journée, le réchit. Et vous avez bien compris que on considère que le reste de la journée suit le début. Un peu comme la tête conduit le corps, le début de la journée est particulièrement important pour orienter toute la journée. Comment tu fais le lien avec le prémisse, là? C'est ce qu'on appelle le réchit, le commencement. Donc là, il s'agit du temps, d'accord? Vous remarquerez aussi que lorsque vous êtes Tishri, c'est chargé. On est chargé en Tishri. Hein. Vous avez Rosh Hashanah, vous avez Kippour, Sukkot, c'est très chargé. Vous remarquerez que le début, nouveau début, c'est Nissan aussi, est chargé. Dès qu'on a un commencement de processus, on charge. Pourquoi? Parce qu'on veut que le réchit soit bien orienté. Et si le début, l'impulsion du début, elle est bien orientée, il y a des chances que la suite
prennent le même chemin. D'accord? Ça qui est très important dans le judaïsme, la notion de réchit. Et il veut dire que le Homer, donc ce sacrifice enfin, cette offrande d'orge, correspond aux prémices, vraiment le tout début de la récolte des céréales. Et la céréale qui est récoltée en premier, c'est l'orge, qui mûrit plus vite que le blé. Est-ce que c'est clair au moins cet élément? Alors, le Maharal de Prague, que le Rav cite sans citer dans les mots ce qu'il disait, euh, c'est que le premier jour de Pessah, on est dans quelque chose qui est complètement du surnaturel, du métaphysique, on sort complètement du chemin habituel du monde, c'est-à-dire on sort des lois de la nature. À partir du deuxième jour, c'est-à-dire le 16 Nissan, on recommence le monde habituel, c'est-à-dire Olam Keminago Noheg, le monde que conduit, s'oriente comme d'habitude, le soleil qui se lève, la lune qui prend le relais, etc. Le monde normal. Sauf que, effectivement, on veut que ce commencement qui est précédé par ce jour exceptionnel, extraordinaire que représente le 15 Nissan, soit orienté d'une certaine façon, près d'une certaine orientation. Et de là dépend la chute de Haman. Haman chute le 16, parce il est pendu le 16 Nissan. Vous savez, il est pendu le même jour même. Parce que ce jour-là, en pleine nuit, ou vers le matin très tôt, il va transporter Mordechai. Il rentre chez lui, on le presse d'aller au deuxième repas, au deuxième michté d'Esther. Et c'est lors de ce michté qu'il est pendu. Enfin, après, donc on est dans le 16 Nissan. Et les histoires qu'on parle, c'est la nuit du 16 Nissan. Et c'est la nuit où il y a eu la Tsirat Omer. On a moissonné l'Omer. Est-ce que tout ça est clair? Alors, quelle est l'idée philosophique qu'il y a derrière? Euh, c'est qu'en fait, on veut inscrire la suite de l'histoire et la relier au début. C'est-à-dire que à partir du moment où le soir du Seder, il y a eu ce Gilouï Shechina, Moragadol, Zu Gilouï Shechina, on en parlait. Donc il y a eu ce dévoilement divin incroyable, où tout le monde a ressenti cette proximité avec Hachem, à niveau Malach, à niveau Saraf. Juste après cette journée-là, il y a un risque, c'est que tout ça, ça reste de l'histoire et on le laisse derrière nous. Et donc, on commence le jour même à amener le Homer, Reshit Ketzirchem, le prémisse de votre moisson, c'est-à-dire un moment très important dans l'année. Nous, on est un peu, on vit autrement parce que on est habitué à aller dans un supermarché acheter 1 kilo de farine. Mais un agriculteur, le jour où il commence à moissonner les céréales, c'est la fête. C'est un moment très important dans l'année. C'est le début du résultat de tout un travail automne, hiver, où il a semé. Longue attente. Longue attente. Une très longue attente. Donc ça veut dire il y a un réchit ici, c'est un commencement pour lui. Ce jour-là, on dit le commencement, ce que tu prends en début, la première tsira, la première moisson, parce que vous savez que c'est interdit, strictement interdit de manger la moindre céréale avant le 16 Nissan. La nouvelle récolte. La nouvelle récolte, ça s'appelle Hadash, c'est Assour, le Hadash et Assour, avant de l'offrande. Aujourd'hui, on le fait. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus d'offrande au Beth Amikdash, mais il y a des gens qui font attention à Hadash en disant qu'on ne peut prendre que des céréales qui ont passé le 16 Nissan. C'est quand t'es vendu. Alors, pas vendu, même si le 16 Nissan n'en a pas fait le Homer, mais le fait qu'il soit passé le jour du 16 Nissan autorise les céréales qui étaient déjà présents, même s'ils n'étaient pas totalement mûrs. C'est pas grave. Ah, S'ils étaient après Shlish, après un tiers de leur développement, ils sont permis grâce au 16 Nissan. Sur les boîtes, on regarde les dates de fabrication. Non, alors en fait, il y a aujourd'hui dans les Hashgachot, ils sont censés regarder si c'est Hadash. Maintenant, sachez que d'une façon générale, la plupart des pays, ça se passe comme ça. C'est en France, par exemple. Est-ce que vous savez quand c'est la moisson du blé en France? Septembre? Non. En août, en août, en août. Je l'ai vu parce que j'étais dans la campagne
dans les Alpes du Sud, je voyais très clairement Oui, le jour très où chaud. il faisait très chaud. Ouais. Oui, C'est toujours juillet-août. c'est C'est logique. plutôt août même. C'est logique. C'est lié, non, c'est lié au fait que voilà, il faut un certain nombre de temps pour que ça mûrisse, et c'est en août. En Israël, c'est plus tôt. En Israël, c'est plus tôt, c'est autour de Shavuot. Et donc, autour de Pessah, c'est vraiment la première céréale à devenir mûre. Donc, on dit, attention, Reshit Ketzirchem, le prémisse de votre récolte, vous devez l'apporter. Un peu les bikurim, ouais, ça nous fait penser aux bikurim au niveau des fruits, etc. Mais justement, pourquoi du blé, pas un fruit Alors, euh, c'est le fruit, on a porté le premier fruit qui apparaissait, on l'a porté aussi au Beth Amikdash. Mais c'est à partir de Shavuot, parce que c'est ça la période où le fruit vraiment vers mûr, etc. Pour ce qui est des céréales, c'était avant. C'est pour ça qu'on l'a porté avant. Vevetem et reshit ketzirchem el hakohen. Alors, en fait, euh, là, le Rav, il ajoute voilà, sa pâte à lui, le Rav. Euh, Anu ochlim mishulchan gavoa. Anu ochlim kibyachol mima shebarbore haolam ochel. Anu ochlim mishe'eriot shulchano. Kol ma shenitan lanu umushpa. Alenu ze she'eriot misham. C'est manger à la table d'Hachem. C'est-à-dire que en apportant l'offrande, qui est le réchit, sur l'autel, ça c'est shulchan gavoa, la table d'Hachem, le misbéach. Et nous, on nous dit, monsieur, à partir de maintenant, vous pouvez manger. Mais nous, on mange les she'eriot, le reste, ce qui est les, entre guillemets, ce qu'Hachem nous laisse. Donc, on est toujours relié, même lorsqu'on mange des mois plus tard, comme dès le début, la prémisse a été apportée en offrande, on considère que tout le reste suit. On mange ce qu'il mange. Voilà. On mange ce qu'il mange, les restes de ce qu'il a mangé. Euh, Alors, il y a évidemment un lien avec Omer la Goulgolette, c'est-à-dire la manne. Amar Akadosh Baruch Hu, le Moshe, Lech emor lahem le Israël. Dis à Israël, Kshehaïti noten lachem et haman, Haïti noten Omer le kol echad ve'echad mikem. Omer la Goulgolette. Ve'achshav she'atem notnim li et ha'omer, ani ela Omer echad mikulchem. Très intéressant. La manne, c'était un homer par personne. C'est ça la quantité de manne. Homer par personne, Assiri Taïfa. Ça, c'était dans les déserts. Dans le désert, il n'y avait pas encore le Beth Amikdash. Il y avait le Mishkan. Maintenant, il y avait où vous allez moissonner où dans le désert? Expliquez-moi où vous allez moissonner de l'orge dans le désert. C'est la manne qui l'a remplacé? La manne était, Hachem dit, je vous ai donné le homer. C'est moi qui vous donnais chaque jour la quantité d'un homer à manger sous la forme d'un manne. Mais lorsque vous serez en Eretz Israël, lorsque vous arrivez en Eretz Israël, à ce moment-là, c'est moi qui attends de vous que vous donniez le homer, votre offrande. Et Atem not nimli et homer, et je me suffis d'un homer pour vous tous. Moi, je vous donnais un homer à chacun. Et vous allez m'apporter un seul homer de la part de vous tous. Parce que c'est un seul homer apporté par les Kohanim au nom de tout le peuple juif. Le premier Omer à la manne a commencé le 16 Nissan. Non, ça a commencé à la moitié du mois de Iyar. Parce qu'ils ont mangé des matzot jusqu'au 15, c'est Pessar Sheni 14. Oui, Sarchin, Voilà, ça a basculé avec la manne. Mais non, ça ne correspond pas au niveau de date. Pessar Sheni est toujours le 14 Iyar. Ouais, toi, viens. C'est le jour de rattrapage du Korban Pessah. Et là, c'est très intéressant ce lien. Lorsqu'on mangeait la manne, on mangeait bien à la table de Dieu, ça, je pense que ça, tout le monde l'a compris. Eh bien, on nous dit que lorsqu'on apporte le homer
sur le misbéach, c'est comme si Hachem nous donnait après à sa table les restes de cette offrande. Pourquoi? Parce qu'on a apporté le réchit, le prémisse, on a apporté sur le misbéach. Tout ce qu'on va manger, c'est parce qu'on a apporté ce réchit, ça nous permet de manger tout le reste. Donc c'est comme si Hachem nous disait, voilà, vous m'avez apporté, je vous invite à ma table et vous continuez à manger, mais vous êtes à ma table. C'est un peu un tiche. Exactement, tout à fait. L'idée du teach, c'est ça, c'est d'essayer de manger de la nourriture du tzaddik. Le tzaddik a mangé, donc il a sanctifié le reste, les shiraïm, on appelle les shiraïm, voilà, c'est sanctifié parce que le réchit, c'est le rave qui mange. C'est toujours comme ça dans un tiche. Le rebbe, il mange un petit quelque chose, et puis après, tout le reste est distribué. Tu peux venir chez moi, Voilà. on l'avait fait. Ouais. Oui, On oui, avait fait un on l'avait tiche, on fait avait fait un à tiche. Aleph, c'est ton modèle. il y avait l'avenant de cuisine un petit Voilà, peu exactement. avant. Mais là, c'est ça, Ouais, toujours. très bien. Lui, il mange, et après, on profite de ces shiraïm. Et on appelle ça Berit. Berit, ça vient du mot Beria, qui veut dire création. Ça veut dire que c'est comme si on recommençait la notion de Réchit, le début de la création. Ça veut dire que on relie l'événement donc, du 16 Nissan, où on mange le Ksirat Omer, le prémisse des céréales, et on relie ça à Réchit, le début de l'histoire, où Akadosh Baruch Hu dit Bereshit. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, tout le problème, c'est qu'on veut se différencier de l'Égypte. À Aretz Asherta Bashama, l'Erishta, la terre sur laquelle tu viens pour l'hériter, Lo Keretz Mitzrayim hi, ou ça ne ressemble pas au pays d'Égypte, Asher Yetzatem Misham, dont vous êtes sortis, Asher Tizra et Zaracha Vishkita Beraglecha Kegan Hayarak. Parce que c'est un lieu dans lequel l'irrigation ne se fait pas par la pluie. Elle vient par les canaux qui amènent l'eau du Nil et qui va irriguer l'eau du Nil. Le mot, c'est beraglecha, avec ton pied. Kol machet someach ze derech haraglaim. Perouche. שהדברים האלה הם בהרגל, אין בהם כל חידוש. Il prend le mot regel, qui veut dire le pied, et le mot hergel, qui veut dire l'habitude. Itragalti, je me suis habitué. C'est intéressant, pourquoi? Quel rapport? Le pied, c'est le même mot, hein, vous avez compris, hergel et regel. C'est les mêmes lettres. Vous vous demandez, mais quel rapport il y a entre les deux? Et c'est vrai qu'en Égypte, on amène l'eau avec ton pied, c'est-à-dire, il n'y a pas d'effort, mais c'est pas, ça vient pas du ciel en tout cas. Il faut creuser des canaux pour irriguer le terrain. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on fait une différence entre ce qui est Behergel et ce qui vient Bereshit. Alors, Eretz Israël, par contre, si on ne prie pas, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. D'accord? Alors, Avraham, c'est les mêmes lettres que le mot Behi Barham. Behi Barham et Avraham, c'est le même. Bereshit pour Logique. Voilà. Avraham. Chimie de Bereshit. Non, Behi Barham, c'est plutôt vers la fin de la paracha de Bereshit. Oui, non. Zachar Behi Barham. Je pense que c'est dans Alors, on va te montrer dans la mémoire Chumash et tu. Chumash Bereshit. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a des Chumashim. Hegel et Hegel, c'est un peu le but des Ségalim, alors c'est le notion de ça, d'habitude. Alors, justement, on va essayer d'expliquer ça, la notion de Regel et de Hergel. Mais en tout cas, ce que tu remarques, c'est Regel. Hergel, ça vient à l'inverse du Réchit qui est le mot Roche. Roche et Regel. Ah oui, c'est Roche, c'est la tête, c'est le commencement. Et Regel, c'est la fin du corps. Et c'est l'habitude. Ça veut dire qu'en fait, le problème qu'il y a lorsque tu regardes et tu observes le monde, c'est que tu as l'impression que les choses, tout simplement, tournent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de début, de fin. Parce que c'est un cycle continu où il y a le soleil il se lève, le soleil se couche, il y a les saisons, il y a la Terre qui tourne autour du soleil.
les choses se font, entre guillemets, naturellement, comme une montre suisse bien réglée. Et lorsque nous, on parle de réchit, d'un commencement, on va tout à fait au contraire. On dit que c'est pas Ergel, c'est pas normal, c'est Hachem qui Bien. intervient. Mechadesh betuvo, Bechol bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Et c'est pas du tout évident. Tu regardes le monde avec des lunettes classiques, tu vois pas ça. Tu dis non, ça tourne quoi. Comme un Ce sont des fleuve, comme cycles. le coup. C'est un cycle qui tourne, qui est tout à fait. Non, c'est plutôt le cercle Ah, oui, ça. qui apparaît Le comme. crook, Parce que c'est quelque chose qui est fermé, qui qui revient. tourne et qui revient et c'est comme ça qu'on le représente, mais au niveau des saisons, la Ouais. Terre qui tourne autour du. Ouais. C'est un cercle fermé. Et nous, on dit non, non, il y a un réchit, il y a un commencement, il y a une fin, il y a. C'est quoi un réchit ni commencement ni fin? C'est dingue, hein, c'est une autre approche. Et c'est pour ça que Abraham, c'est les mêmes lettres que Ibaram, c'est qu'en fait, euh, En kan olam keminago noeg. Il n'y a pas un monde qui simplement tourne comme une bonne montre suisse bien réglée. Tout cela, il y a un commencement, il y a une fin, un début, une fin. C'est plutôt sous la forme d'un cave, c'est-à-dire un trait. Il y a un commencement qui arrive à une fin. C'est un trait. Ce qu'on appelle le cave. Alors, vient la période du Homer. On nous dit Sfirat HaOmer. Alors, on va essayer de bien expliquer ça. Haouvda, Shieme HaOmer Matrilim le Mochorat Yetziat Mitzrayim, dit le Rav Moshe Shapira. Le fait que les jours du Homer commencent le lendemain de la sortie d'Égypte. C'est exactement comme le dit le Ramban, sauf Parashat Po, Minanesim Hagedolim Hamefursamim, Adam Mode Benissim Hanistarim, Shehem Yesod HaTorah Kula. Donc, il y a une notion de Nissim, Nistarim. Il y a le Nes Galoui, le miracle dévoilé, comme le passage de Yam Souf. Tout le monde comprend que c'est un miracle dévoilé. Et il y a un miracle caché. Alors, c'est pas le mot miracle est peut-être un peu mal choisi, parce que c'est pas un miracle. Lorsque le soleil se lève et lorsque les plantes elles poussent, c'est pas un miracle, c'est pas miraculeux. On est habitué. On est habitué, on trouve ça normal. Et c'est très intéressant de voir la discussion qu'il y a eu entre la fille d'un très grand rave et un Romain qui lui disait, mais vous croyez vraiment, monsieur, vous êtes intelligent, vous croyez vraiment à la notion de la résurrection des morts? Vous croyez vraiment dans Sanhedrin? Et elle dit, je vais te raconter une histoire. Il y avait un jour un potier qui est venu me dire qu'il a créé un pot avec que de l'eau, sans argile. Tu crois? C'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Un potier qui a créé un pot sans eau, mais que avec de l'argile. Ça s'entend mieux. Il dit, mais écoute bien, chaque enfant qui naît, il naît à partir de quoi? D'un liquide. Et pourtant, ça crée un être humain de chair et de sang. Et là, je suis en train de te dire que Hachem, il va prendre la terre, c'est-à-dire le corps humain qui se transformait en terre, et il va en faire un nouvel homme. C'est beaucoup plus plausible de dire ça que de créer un enfant à partir de quelques gouttes. Ouais. On est d'accord? C'est beau cette image avec le potier, l'eau et le. En fait, elle lui dit la naissance des enfants. Tu t'es habitué, mais c'est incroyable. Comment est-ce que ça vient de où? D'où vient cet enfant? De rien du tout. On sait d'où ça vient. Et on a toute la construction aujourd'hui. On a étudié les cellules et les spermatozoïdes et tout ce que vous voulez. Mais en fait, finalement, ça vient de quoi? C'est rien du tout. Et tout cet être ultra complexe qu'est un être humain, il sort de rien du tout. Et on trouve ça normal. Mais pourquoi on trouve ça normal? Parce qu'on s'y est habitué. Parce que l'âme comme inagono, c'est quelque chose qui se fait, qui arrive tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, il n'y a personne qui s'étonne. C'est la nature. Voilà, c'est la nature. Pourquoi ne pas croire qu'il peut y avoir triataméthyl, la résurrection des morts? C'est encore plus logique. C'est plus logique et plus facile à faire. Et aujourd'hui, avec le clonage, etc., rien du tout, c'est plus grand-chose, un ADN. C'est pas facile, je dis, mais c'est pas, c'est beaucoup plus plausible. C'est en fait le fait de s'habituer de voir des choses nous donne le sentiment que Dieu est absent et qu'il n'y a pas vraiment de commencement, de fin, etc. Les choses s'enchaînent naturellement.
Et en fait, c'est ça tout le problème, toute la volonté de Sfirat HaOmer. C'est de dire aux gens, vous avez vu des miracles dévoilés en Égypte. Le but, c'est pas de continuer à penser que le monde est comme une montre suisse qui se fonctionne toute seule naturellement et sans intervention divine. C'est le contraire, on sait qu'Hachem intervient, est présent et Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Ma'aseh Bereshit. Et ça, c'est se relier à Bereshit, à Berit HaOmer, c'est-à-dire la notion de Bria, de création permanente. C'est pas qu'Hachem, on n'est pas dans le répétition. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache. À Omer ou à Yesh, la véritable notion de Yesh, d'existence, à Yesh à Amiti, la véritable Yesh, c'est celui qui, le Homer, nous induit, nous fait connaître, nous fait comprendre. C'est quoi Sfirat à Homer? C'est parce que la Sphira, chez Yotzeret Homer. Et Sphira, chez Metzarefet et Kol Apratim, shel Hemshech HaChaim, Shel Ochaim, Tzarevet Otam le Homer. On parlait tout à l'heure de différents événements qui se sont alignés pour que vous puissiez faire votre aliyah. En fait, c'est un exemple de situations qui se sont passées, entre guillemets, par hasard, tel jour, telle année, etc. Puis finalement, en les mettant les unes à côté des autres, vous avez dit, mais c'est évident, le message, la suite à faire, c'est évident. Donc en fait, là, vous avez pris des événements comme Megillat Esther. Il y a eu des événements qui ont montré l'implication de Dieu, la présence d'Hachem, qui sont très, très discrètes, mais qui ont amené à la Géoula d'Esther Mordechai. Et c'est ça tout le but de la sortie d'Égypte, c'est de nous apprendre à avoir des nouvelles lunettes et de le découvrir dans notre quotidien. Qu'il y a un Réchit, qu'il y a un Boré, qu'il y a une Bria, que le commencement, c'est toujours un renouvellement. Et pour nous l'enseigner, on a dit, prends le prémisse de la moisson, qui est l'orge, apporte-le en offrande sur l'autel et relie-toi toujours à cette offrande pour te rappeler toujours que ce que tu manges de la bouche d'Hachem. Hachem, il te donne la manne. C'est la manne qu'Hachem, il te donne. Ne crois pas que c'est normal, c'est naturel et que ça vient tout seul et que c'est. Et il avait toujours l'habitude de dire, donc c'est la notion de yakar, c'est quelque chose qui a de la valeur, et keri, c'est quelque chose qui vient par hasard. Donc, est-ce que ce qui m'arrive, c'est quelque chose qui vient comme ça, par hasard? Ou bien c'est Akadosh Baruch Hu qui me montre son intérêt et il me donne de la chashivut, d'importance. Donc cette période-là du Homer est très intéressante parce qu'elle nous permet d'être sphira, shemet sarefet, otanu le musagazé, l'otabrit shenikret brita Homer. Le fait d'associer les jours pour nous amener à Matan Torah, en venant de l'Égypte, sortant juste après la sortie d'Égypte, c'est pour nous apprendre à créer ce lien, c'est de créer, de montrer que tout cela est lié et de réunir tout et de relier cela à Réchit. Lorsque vous avez un cercle, vous n'avez pas le début du cercle et la fin du cercle. Il n'y a pas de début, de fin, c'est un cercle. D'accord? Lorsque vous avez un trait, vous avez le Réchit, le début et la fin. Donc, le but de Sfirat HaOmer, c'est de sortir du cercle pour aller vers une perception du monde d'un trait, d'un cave. De sortir du cercle qui est celui qui est compris par les Goïms pour aller vers une perception totalement différente, c'est-à-dire la notion d'un réchit. En se disant que tout la parnassa que je vais avoir cette année, c'est grâce à Omer que j'ai apporté le premier jour. Il me donne, parce qu'on est jugé à Pessah, sur la tevoa, sur la céréale, vous savez. Shavuot sur les fruits de l'arbre. À Pessah, on est jugé sur la tevoa, sur la récolte des céréales. Et cette capacité d'être sophère, c'est-à-dire de relier tout cela jusqu'à Matan Torah, peut nous dire, regardez, Akadosh Baruch Hu s'est révélé le soir du Seder. Il a montré son implication, sa présence. Il faut que jusque Shavuot, vous arriviez à intégrer cette présence même lorsque Hachem se cache. Sans cela, vous ne pouvez pas recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, il va falloir que ce ne soit pas quelque chose qui vienne parce qu'il y a eu des miracles incroyables, extraordinaires,
qui vous ont forcé. Parce que le Maharal explique que la montagne qui les a menacés et pour laquelle ils ont dû accepter la Torah, c'est à cause justement des miracles dévoilés qui sont tellement épuisants, incroyables, qu'on ne peut pas dire non. Celui qui t'a fait des miracles incroyables, il te dit, reçois la Torah, tu dis, je ne peux pas dire non. J'ai été sauvé grâce à lui d'une façon ultra miraculeuse. Donc il dit, tu n'as pas vraiment le libre arbitre. Mais Hachem, il veut que chaque année, on répare un petit peu cette obligation de dire oui en disant, non seulement j'ai reconnu que c'est lui qui avait fait les miracles, mais je reconnais son implication quotidienne, régulière dans ma vie. Et cette implication régulière que vous avez donnée, comme vous avez un exemple vous-même, mais que chacun d'entre nous, nous avons dans notre vie quotidienne, des choses incroyables. Moi, j'ai vu, parce que j'étais en Israël et que je devais aller dans certains endroits, j'avais vraiment calculé très juste. Et j'ai vu que chaque chose s'est ouverte, alors que je n'avais pas tous les éléments au départ. Mais je vois très bien que Hachem nous accompagne, il nous amène vers quelque chose. Mais ça, il faut qu'on mette le réchit, qu'on continue à dire qu'Azuro, il continue à être aboré. Il n'a pas créé le monde et que c'est arrêté. Il continue à créer le monde. Et nous, il faut toujours qu'on se relie à cette création. Être Abraham, c'est être Behibara, dans une continuelle continuité dans la création, pas dans le cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, quelle est la gamète? Vous savez ce que c'est la gamète? C'est sexuel. Lorsqu'on veut rappeler le sexe de l'enfant. Alors, allez-y, qu'est-ce que c'est qu'un sexe? C'est sexuel. C'est une gamète. La gamète, c'est un Ça peut être trait, féminin ou masculin. un trait, mais l'image, le symbole, Ah, le gamma, c'est gamma. Ouais, c'est gamma. c'est ça. Et il y a un trait et il y a un rond. Il y a deux éléments. Le rond, cercle, et le C'est pour trait. masculin. C'est pour masculin, féminin. Ouais, Voilà, je vois. voilà. Masculin, féminin. Le Ça dépend. féminin, c'est un rond, Avec un plus en bas. avec un plus en bas, et le masculin, c'est un Un trait. rond, avec un rond, avec une flèche. Voilà. Et en fait, c'est très intéressant cette présence de cercle et de trait. Parce qu'en fait, on veut nous dire que, il faut absolument que tu relis cette appréhension habituelle et première du monde comme étant un cercle avec l'appréhension du trait. Vous voyez ce que je veux dire? Que tu relis les deux. C'est là le Zachar retrouve la Nekeva. Parce que le Zachar, c'est quoi? Pas l'homme, pas dans le sens l'homme, hein. C'est le Mashpia, celui qui influence. Et la Nekeva, c'est celle qui reçoit. Donc, moi, dans le monde dans lequel je suis, je vois plutôt un monde Olam Keminago Noeg. Le monde suit un chemin bien huilé et qui se renouvelle. Vient le Zachar et me dit non, non, attention, non, c'est pas comme ça. Il y a un réchid, il y a un début, il y a une fin. Donc, le trait pénètre le cercle. Il dit attention, ce cercle est lié à un trait, à ce cave. Ça, c'est ça le message. C'est ce qu'on appelle Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est relié grâce au miracle de la sortie d'Égypte, voir comment tous ces éléments sont Omer, Mer, c'est réunir. C'est prendre des éléments qui ne sont pas disparates, qui ne sont pas faits comme ça, chacun dans un par hasard, les réunir et en faire une seule élément. Voilà un petit peu ce que je voulais ici et toutes les marques de Kéry. Voilà le message que le Rav nous a expliqué dans ce chiot. Donc je vous remercie évidemment notre... Vous l'arrêtez? Oui, c'est possible. Ma vie, c'était là, voilà, c'était là. Après, Ça va pas l'enregistrer de bonne. Hein, on mettra la réunion pour tous. appuie.